À l'Institut Auguste Armand, Constance tente encore de se convaincre qu'elle agit uniquement pour le bien de Noé. Pourtant, lorsqu'elle retrouve Carla et Bérénice, elle ne peut plus éviter la vérité. Elle leur avoue avoir volontairement réparé les dégâts causés par Emmanuel en faisant croire à son fils que son père estimait réellement qu'il possédait le niveau nécessaire pour tenter le concours. Carla accueille cette révélation avec son énergie habituelle. Pour elle, le problème n'est désormais plus de savoir si Noé aurait dû s'inscrire, mais de faire en sorte qu'il soit prêt lorsqu'il devra affronter les épreuves. Elle promet donc de le transformer en véritable machine de guerre. Bérénice, beaucoup plus réservée, regarde Constance avec inquiétude et lui fait comprendre qu'un mensonge reste dangereux, même lorsqu'il naît d'une intention maternelle. Constance entend cette mise en garde, mais elle refuse encore d'en mesurer pleinement les conséquences. Dans son esprit, le temps presse. Emmanuel s'est montré brutal dans son jugement sur leur fils, alors qu'elle veut simplement lui offrir une chance de découvrir ce dont il est capable. Elle préfère croire qu'une petite manipulation peut réparer la confiance détruite par Tessier, sans imaginer encore jusqu'où cette logique va bientôt la conduire. Pendant ce temps, une autre arrivée anime les couloirs de l'Institut. Clotilde et Lou annoncent qu'Aurélien vient de rejoindre les lieux avant le concours. Sa famille a accueilli des enfants placés, et Lou le connaît depuis une grande partie de son enfance. À peine son nom prononcé, l'enthousiasme de Lou ne laisse aucun doute sur l'affection qu'il porte à cet ami qu'il n'a pas oublié. Lorsqu'Aurélien apparaît enfin, il se montre immédiatement très à l'aise. Il embrasse Clotilde pour la saluer et lui offre des calissons d'ex, comme s'il voulait effacer en quelques gestes la distance des années. Lou, ravi de le revoir, s'empresse de lui faire visiter l'Institut. Il invite également Bianca à venir avec eux, heureux de pouvoir réunir deux pans importants de sa vie. Mais derrière les sourires, quelque chose paraît déjà plus fragile. Aurélien explique qu'il a suivi un BTS cuisine, avant d'évoquer son père. Celui-ci parlait constamment de Lou en termes élogieux, presque comme s'il s'agissait de son propre fils. Aurélien prononce ces mots sans provoquer ouvertement son ami, pourtant une pointe de jalousie semble affleurer dans son attitude, discrète mais suffisamment visible pour installer une légère tension. Dans les cuisines, Carla n'accorde aucun répit au candidat qu'elle a décidé de préparer. Oriane, Félix et Noé se retrouvent face à une épreuve inspirée de celle qu'elle avait elle-même affrontée lors de son concours. Chacun doit tirer 2 ingrédients au hasard et parvenir à les transformer en un plat cohérent, élégant, capable de montrer non seulement de la technique, mais aussi une véritable personnalité culinaire. Le tirage de Noé est loin de le rassurer. Il hérite du haddock et de la vanille, 2 saveurs dont l'association exige beaucoup de précision. Immédiatement, son enthousiasme se heurte à la réalité. Il cherche une direction, imagine plusieurs pistes, mais peine à trouver l'équilibre. La puissance salée et fumée du poisson semble difficile à harmoniser avec la douceur aromatique de la vanille. Carla l'observe sans chercher à lui faciliter excessivement la tâche. Elle sait que le concours ne lui offrira aucune protection particulière parce qu'il porte le nom de Tessier. Au contraire, cette filiation pourrait augmenter la pression qui pèse déjà sur ses épaules. Noé doit apprendre à réfléchir vite, à douter sans se paralyser et surtout à construire une idée suffisamment solide pour tenir devant un jury exigeant. Dans le même temps, Hector prête main forte à Anaïs pour trier l'importante pile des dossiers d'inscription. Le travail paraît administratif, presque banal, jusqu'au moment où Emmanuel tombe sur un nom qu'il ne s'attendait absolument pas à découvrir parmi les candidats. Celui de Noé. Pendant quelques secondes, Tessier reste saisi, comprenant que quelque chose s'est décidé dans son propre foyer sans qu'il en soit informé. Emmanuel ne savait pas que son fils avait finalement choisi de se présenter. Cette découverte le trouble d'autant plus qu'il avait exprimé très clairement son opinion. Pour lui, Noé n'est pas prêt. Son exigence professionnelle ne disparaît pas simplement parce qu'il s'agit de son enfant. Là où Constance voit une occasion qu'il faut encourager, Emmanuel voit surtout le risque d'une chute brutale sous le regard de tous. Ailleurs, Lionel vit une journée qu'il imagine encore festive. La fermeture de son restaurant éphémère étant censée avoir lieu le lendemain, il prépare déjà un discours destiné à marquer la fin de cette aventure. Après 6 années passées à l'Institut, il veut célébrer son parcours, les erreurs comme les réussites, et transformer cette dernière journée annoncée en souvenir capable de résumer tout ce qu'il a vécu. Tom, fidèle à son goût pour les idées extravagantes, a même préparé une chorégraphie utilisant des salades. Lionel, lui, pense déjà plus loin et prévoit un tournoi de pétanque pour prolonger la fête. Son excitation le détourne progressivement du présent. Il veut tellement réussir ses adieux qu'il oublie presque qu'un dernier service reste encore à assurer avant de pouvoir lever son verre avec ceux qui l'ont accompagné. À ce moment-là, Emmanuel décide de parler directement à Noé.
Il veut comprendre ce qui l'a poussé à changer de position et découvre un garçon entièrement lancé dans des révisions intensives. Fidèle à son tempérament, Tessier soupçonne d'abord une motivation sentimentale. Il imagine que son fils se jette dans cette aventure uniquement pour les beaux yeux d'Oriane, persuadé que l'enthousiasme amoureux peut parfois ressembler à une vocation. Noé ne nie pas l'importance d'Oriane, mais il confirme surtout une chose essentielle, il passera bien le concours. Puis, presque innocemment, il révèle ce qu'il croit être la vérité. Constance lui aurait assuré que son père pensait qu'il avait le niveau. Emmanuel reste figé. Il comprend immédiatement que sa femme a utilisé son nom pour donner à leur fils une confiance qu'il ne lui avait jamais accordée. Le choc est d'autant plus violent que Noé poursuit sans soupçonner le mensonge qui se cache derrière son nouvel élan. Il confie à Emmanuel qu'il ne regrettera pas d'avoir cru en lui. Ces quelques mots touchent Tessier là où son armure professionnelle protège le moins bien. Il pourrait révéler immédiatement la vérité, mais il garde le silence, partagé entre sa colère contre Constance et la peur de briser brutalement l'espoir de son fils. À partir de cet instant, Emmanuel ne regarde plus la situation de la même manière. Le concours n'est plus seulement une décision prise par Noé contre son avis, mais le résultat d'un mensonge construit dans son dos. Pourtant, face à son fils, il retient encore sa colère. Il sait que la moindre phrase trop brutale pourrait anéantir cette confiance fragile que Noé vient précisément de lui attribuer. Noé, de son côté, ne perçoit rien du trouble de son père. Il continue à parler de ses révisions, de ses efforts et de cette volonté nouvelle de ne pas décevoir. Il veut prouver qu'il peut aller au bout de cette aventure. Derrière son enthousiasme, une inquiétude sourde demeure toutefois présente. Porter le nom de Tessier signifie qu'un échec ne serait jamais vécu comme un simple échec. Dans les cuisines, Carla poursuit son entraînement sans relâcher la pression. Zoé présente également son travail, mais Carla détecte immédiatement un manque de relief. Elle juge son plat trop rond, trop uniforme, et lui conseille de chercher un contrepoint acide, notamment avec des câpres. Sa manière d'enseigner est directe, exigeante, mais elle cherche surtout à pousser chacun à comprendre l'équilibre plutôt qu'à reproduire mécaniquement une recette. Noé observe attentivement ses corrections. Chaque remarque adressée aux autres devient pour lui une leçon supplémentaire. Il comprend que le concours exigera bien davantage qu'une bonne volonté ou quelques recettes apprises dans l'urgence. Il faudra savoir goûter, corriger, prendre des décisions rapidement. Cette réalité l'impressionne autant qu'elle le stimule, car il veut désormais croire que sa place dans cette compétition peut être légitime. Oriane contribue sans le vouloir à renforcer cette motivation. Dans un moment plus léger, elle lui dit que lorsqu'ils auront tous les deux réussi le concours, ils pourront aller boire un verre ensemble. La phrase paraît simple, presque anodine, mais elle donne immédiatement à Noé une raison supplémentaire de se projeter au-delà des épreuves. Pour lui, réussite culinaire et espoir sentimental commencent dangereusement à se mêler. Pendant ce temps, Lionel accueille Zoé et Inès au restaurant éphémère. Il devrait profiter de leur présence pour savourer l'un de ses derniers services, mais son esprit est déjà ailleurs. Il pense au lendemain, à son discours, à la fête qu'il imagine depuis des heures, au tournoi de pétanque et à cette dernière célébration qui doit symboliquement refermer 6 années de souvenirs à l'Institut Auguste Armand. Cette distraction finit par se retourner contre lui. En plein service, Lionel se laisse progressivement déborder. Les commandes s'accumulent, son attention se disperse et l'organisation qu'il maîtrise habituellement perd de sa précision. Il veut tellement préparer la conclusion parfaite de son aventure qu'il néglige le présent. Cette ironie lui échappe encore. Alors qu'il rêve de célébrer la fin, celle-ci s'apprête à arriver beaucoup plus brutalement qu'il ne l'imagine. De son côté, Emmanuel ne peut plus conserver longtemps ce qu'il vient d'apprendre. Il rejoint Constance et la confronte directement. Il veut savoir pourquoi elle a affirmé à Noé qu'il croyait en ses capacités alors qu'il avait exprimé exactement l'inverse. Chez Tessier, la colère se mêle à un sentiment plus profond de trahison, car Constance n'a pas seulement menti à leur fils, elle a utilisé sa parole. Constance ne nie pas ce qu'elle a fait. Elle assume avoir voulu donner à Noé la confiance qu'Emmanuel lui avait retirée. Pour elle, la dureté de son mari risque davantage de pousser leur fils à partir que de le protéger. Elle ne supporte pas l'idée qu'une décision définitive soit prise avant même que Noé ait pu essayer. Elle préfère un risque réel à un renoncement imposé. Mais Emmanuel reste inflexible. À ses yeux, Noé n'a tout simplement pas le niveau requis pour affronter ce concours. Son jugement peut sembler cruel, pourtant il insiste sur son intention, il cherche à protéger son fils. Il sait ce que représente l'Institut, il connaît l'exigence du jury et la brutalité d'une sélection où aucun candidat ne peut être épargné simplement parce qu'il appartient à sa famille. Tessier va même plus loin. Il estime que Constance ne fait que retarder l'inévitable.
Selon lui, Noé finira tout de même par partir, mais après avoir subi une humiliation publique. Cette perspective le met profondément mal à l'aise. Il préfère être celui qui déçoit son fils aujourd'hui plutôt que de regarder d'autres personnes le briser demain. Constance, elle, entend surtout un père incapable de laisser une chance à son enfant. Le conflit entre eux devient alors impossible à réduire à une simple divergence éducative. Emmanuel défend la lucidité, Constance défend l'espoir. Lui croit qu'aimer signifie parfois empêcher quelqu'un de se jeter contre un mur. Elle pense qu'aimer consiste précisément à lui permettre d'essayer, même au risque de tomber. Entre ces deux visions, Noé devient le centre d'une bataille dont il ignore encore presque tout. Au restaurant éphémère, Lionel reçoit bientôt une nouvelle qui fait voler en éclats toutes ses projections. Jeanne lui annonce que le service en cours sera finalement le dernier. Une erreur a été commise dans les dates et, surtout, le restaurant ne pourra pas ouvrir le lendemain sans assurance. La fête prévue ne peut donc pas avoir lieu dans les conditions imaginées par Lionel. Pendant quelques secondes, Lionel paraît ne pas comprendre. Tout était déjà prêt dans sa tête, les mots qu'il prononcerait, les personnes qu'il remercierait, la façon dont il transformerait cette fermeture en moment de joie. Soudain, tout disparaît. Sa déception est immense, car cette dernière journée ne ressemble plus du tout à la conclusion qu'il avait rêvée pour son passage à l'institut. Ce qui devait être une célébration devient alors une coupure brutale. Même la chorégraphie préparée par Tom et le tournoi de pétanque imaginé par Lionel prennent un goût amer. Il n'a plus le temps de mettre en scène son départ comme il le souhaitait. Après 6 années vécues dans cet endroit, il se retrouve face à une fin administrative, presque absurde, provoquée par une simple erreur de calendrier. Dans le même temps, Noé termine une journée éprouvante de cuisine avec Oriane et Félix. Il est épuisé. Ses hésitations sur le haddock et la vanille, les exercices répétés et la pression du concours commencent déjà à laisser des traces. Pourtant, son ambition ne faiblit pas. Il veut continuer, même lorsque son corps lui rappelle que cette préparation improvisée lui demande beaucoup plus qu'il ne l'avait imaginé. Une peur le traverse cependant plus clairement qu'auparavant, celle de déshonorer la famille Tessier. Ce nom qu'il porte, et qui devrait peut-être lui donner confiance, devient aussi un poids. Il sait qu'Emmanuel représente l'excellence absolue dans ce milieu. Échouer au concours ne signifierait pas seulement rentrer chez lui déçu. Dans son esprit, cela pourrait devenir la preuve qu'il n'est pas digne de cette réputation. Le soir venu, alors qu'il pourrait enfin se reposer, Noé choisit pourtant de reprendre ses révisions. Carla lui a préparé des fiches, et il s'y plonge malgré la fatigue. Ses yeux peinent parfois à rester concentrés, mais il persiste. Il veut être prêt. Il veut donner raison à Constance, impressionner Oriane et, surtout, honorer cette confiance qu'il croit encore avoir reçue d'Emmanuel. Constance voit précisément cet acharnement. Elle pourrait interpréter son épuisement comme un signe qu'elle pousse peut-être son fils trop loin. Pourtant, elle y voit surtout la confirmation que Noé veut réellement tenter sa chance. À ses yeux, renoncer maintenant serait plus cruel encore. Plus elle observe ses efforts, plus elle se persuade qu'elle doit l'aider, même si les moyens employés deviennent progressivement plus difficiles à justifier. C'est alors qu'un détail banal va tout faire basculer. Emmanuel a laissé sa sacoche à portée de Constance. À l'intérieur se trouvent les sujets des examens. Rien ne l'oblige à ouvrir davantage, rien ne l'oblige à regarder, et encore moins à intervenir. Pourtant, lorsqu'elle comprend ce qu'elle vient de découvrir, Constance reste immobile devant cette occasion aussi tentante que interdite. Pendant quelques secondes, elle se trouve face à une limite extrêmement claire. Mentir à Noé au sujet de l'opinion de son père était déjà grave. Accéder secrètement au sujet du concours serait d'une toute autre nature. Elle sait parfaitement que ces documents ne lui appartiennent pas et qu'ils doivent rester confidentiels. Mais l'image de Noé épuisé, penché sur ses fiches, s'impose aussitôt à son esprit. Constance sort alors son téléphone. Son geste est discret, presque mécanique, comme si agir rapidement pouvait l'empêcher de réfléchir. Elle photographie les sujets trouvés dans la sacoche d'Emmanuel. À cet instant précis, son désir de protéger Noé franchit une nouvelle frontière. Ce qui était encore un mensonge familial devient désormais une véritable transgression, commise derrière le dos de Tessier. Elle ne sait pas encore ce que cette décision provoquera ni jusqu'où elle sera prête à aller ensuite. Une seule chose est certaine, en prenant ces photos, Constance s'éloigne définitivement de la simple mère inquiète qui voulait redonner confiance à son fils. Elle vient de placer l'avenir de Noé, son couple avec Emmanuel et l'intégrité même du concours sur une ligne dangereusement fragile. Le geste de Constance paraît bref, presque invisible, mais il marque un véritable point de rupture. Quelques secondes suffisent pour photographier des sujets qui n'auraient jamais dû quitter le cercle strictement réservé à l'organisation du concours. Lorsqu'elle range son téléphone, rien autour d'elle n'a changé. Pourtant, intérieurement,
Elle sait qu'elle vient d'accomplir quelque chose qu'Emmanuel considérerait comme impardonnable. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est que Constance ne semble pas agir par ambition personnelle. Elle ne cherche ni pouvoir, ni reconnaissance, ni avantage pour elle-même. Toute sa logique tourne autour de Noé. Elle a vu son fils douter, elle l'a vu travailler jusqu'à l'épuisement, et elle refuse désormais de rester spectatrice d'un possible échec qu'elle imagine déjà douloureux. Mais en voulant empêcher cette souffrance, Constance crée un danger beaucoup plus grand. Si Noé devait bénéficier de ces sujets, son éventuelle réussite ne serait plus vraiment la sienne. Même sans connaître l'origine de l'aide reçue, il pourrait se retrouver au cœur d'une fraude qu'il n'a jamais demandée. Ce paradoxe échappe encore à Constance, enfermée dans une certitude maternelle devenue de plus en plus aveugle. Pendant ce temps, Noé poursuit ses révisions avec une détermination qui contraste cruellement avec ce qui se joue derrière son dos. Il relit les fiches préparées par Carla, revient sur les associations de saveurs qui lui ont posé problème et tente de comprendre pourquoi certaines idées fonctionnent mieux que d'autres. Son apprentissage est encore fragile, mais il fait preuve d'une énergie qui ne ressemble pas à celle d'un candidat indifférent. La fatigue, pourtant, commence à peser lourdement sur lui. Après une journée entière passée en cuisine avec Oriane et Félix, chaque nouvelle information devient plus difficile à mémoriser. Noé lutte contre l'envie de fermer ses fiches et de dormir. Il veut continuer, notamment parce qu'il reste persuadé qu'Emmanuel croit finalement en lui. Cette fausse confiance paternelle agit comme un moteur particulièrement puissant. Cette idée lui donne aussi une responsabilité nouvelle. Noé ne veut surtout pas déshonorer les Tessier. Dans son esprit, porter ce nom signifie entrer dans un concours avec une pression supérieure à celle des autres candidats. Il ne veut pas être celui que tout le monde regardera en pensant qu'il n'a obtenu sa place que grâce à sa famille. Il rêve précisément de prouver le contraire. Ironiquement, tandis que Noé cherche à mériter seul son éventuelle réussite, Constance vient de créer les conditions susceptibles de jeter le doute sur chaque résultat qu'il pourrait obtenir. Elle ne semble pas mesurer cette contradiction. Pour elle, prendre ses photos revient encore à disposer d'une possibilité, pas nécessairement à l'utiliser. Mais le simple fait d'avoir franchi cette première étape montre combien sa peur a déjà modifié son jugement. Emmanuel, lui, demeure convaincu que le concours peut faire beaucoup de mal à son fils. Leur confrontation n'a rien changé à son analyse. Il considère toujours que Noé se prépare trop vite à une épreuve qui exige des bases solides, des automatismes et une maîtrise que quelques séances intensives ne peuvent pas remplacer. Sa dureté apparaît brutale, mais elle s'inscrit dans la logique rigoureuse qu'il applique à tous. La différence essentielle est qu'il ne s'agit pas cette fois d'un étudiant quelconque. Noé est son fils, et cette proximité transforme forcément son jugement en problème familial. Constance interprète ces critiques comme un manque de confiance presque humiliant. Emmanuel, au contraire, estime que ce serait une faute de laisser croire à Noé qu'il est prêt simplement pour préserver ses sentiments. Chacun pense ainsi protéger le même garçon. Dans les couloirs de l'Institut, l'arrivée d'Aurélien continue parallèlement de susciter de la curiosité. Lou profite pleinement de leur retrouvaille et lui montre les lieux avec enthousiasme. Il semble heureux de pouvoir partager son quotidien actuel avec quelqu'un qui connaît une autre période de sa vie. Leur proximité ancienne est évidente, ce qui rend les réactions plus contenues d'Aurélien d'autant plus intéressantes à observer. Aurélien écoute son ami parler de l'Institut, mais les compliments répétés que son père adressait autrefois à Lou semblent encore avoir laissé une trace. Il a grandi en entendant ce garçon valorisé presque comme un modèle. Désormais, les deux amis se retrouvent dans le même univers culinaire, au moment où Aurélien vient lui aussi tenter sa chance. Cette comparaison ancienne risque donc naturellement de peser sur leur retrouvaille. Pour autant, rien ne permet encore d'aller au-delà de cette jalousie perceptible. Aurélien reste cordial, apporte des calissons, échange avec Clotilde et accepte la visite organisée par Lou. Ce qui se dessine n'est pas une hostilité déclarée, mais une tension plus subtile, celle d'un jeune homme qui pourrait vouloir prouver qu'il n'est pas simplement celui que son père a toujours comparé à quelqu'un d'autre. Bianca se trouve également entraînée dans ses retrouvailles lorsque Lou l'invite à les rejoindre. Sa présence rappelle combien la vie de Lou s'est transformée depuis l'époque où Aurélien partageait son enfance. Lou paraît naturellement heureux de faire découvrir son présent à son ami, sans soupçonner que cette générosité peut précisément réveiller chez Aurélien un sentiment ancien de mise en concurrence. Dans un autre registre, Lionel peine encore à accepter l'annonce de Jeanne. Il avait imaginé chaque détail de sa fermeture, le discours, la fête, la pétanque, les souvenirs accumulés pendant 6 années. Tout devait lui permettre de partir sur une note personnelle, presque cérémonielle. Apprendre que le restaurant doit fermer immédiatement à cause d'une erreur de date donne à cette fin une brutalité profondément frustrante.
Sa déception ne vient donc pas uniquement de l'annulation d'une fête. Pour Lionel, cette journée devait représenter un bilan intime. Après tant d'années à l'Institut, il voulait regarder son parcours avec un mélange de fierté et d'autodérision, entouré de ceux qui l'ont connu depuis longtemps. Le problème d'assurance transforme ce moment symbolique en simple contrainte administrative, ce qui le laisse véritablement abattu. Tom avait préparé sa chorégraphie avec des salades, Lionel imaginait déjà son tournoi de pétanque, et toute cette énergie devient soudain inutile. Même son comportement pendant le service prend alors une autre couleur. Quelques heures plus tôt, il s'était laissé déborder parce qu'il ne pensait qu'au lendemain. Maintenant, il découvre qu'il n'y aura même pas ce lendemain qu'il avait tant anticipé. La situation possède quelque chose de douloureusement ironique. Lionel a tellement voulu célébrer la fin qu'il a perdu une partie de sa concentration pendant le véritable dernier service. Il n'a donc même pas pleinement profité de ce moment, puisqu'il pensait encore disposer d'une journée supplémentaire. Lorsque la réalité s'impose, il ne peut plus revenir en arrière ni corriger la manière dont il a vécu ces dernières heures. Dans les cuisines d'entraînement, Carla continue pour sa part de chercher le meilleur chez ceux qu'elle prépare. Elle ne ménage personne, pas même Zoé lorsqu'elle juge son assiette trop ronde et lui suggère les capres pour introduire une acidité capable de créer du contraste. Cette exigence montre bien que, malgré son soutien total à Noé, elle ne compte pas fabriquer artificiellement un candidat compétent. C'est précisément ce qui rend l'attitude de Constance encore plus inquiétante. Carla choisit d'aider Noé en le faisant travailler, en le poussant à réfléchir et en l'exposant à des difficultés comparables à celles du concours. Constance, elle, commence à glisser vers une autre forme d'aide, beaucoup plus dangereuse, parce qu'elle ne vise plus seulement à renforcer les capacités de son fils mais potentiellement à réduire l'incertitude de l'épreuve. Noé, de son côté, reste totalement extérieur à cette dérive. Il pense encore que le problème se joue entre sa fatigue, son manque d'expérience et son envie de progresser. Oriane représente pour lui une motivation supplémentaire, Carla une coach exigeante, Félix un compagnon d'entraînement, et Emmanuel un père enfin convaincu de son potentiel. Cette dernière croyance est pourtant entièrement construite sur le mensonge de Constance. La possibilité d'aller boire un verre avec Oriane après leur réussite nourrit son imagination. Elle lui permet de voir le concours non plus seulement comme une épreuve scolaire, mais comme le début possible d'une nouvelle vie à l'Institut. Noé commence à se projeter dans cet environnement, avec ses cuisines, ses défis et ses rencontres. Plus cette projection devient forte, plus l'idée d'échouer lui devient difficile à supporter. C'est peut-être précisément cette peur que Constance ressent à sa place. Elle voit les efforts de son fils et imagine déjà la douleur d'une élimination. Au lieu d'accepter que cette possibilité fait partie de toute compétition, elle cherche progressivement à la contrôler. Son premier mensonge devait simplement pousser Noé à essayer. Les photographies qu'elle vient de prendre pourraient désormais servir à influencer directement ses chances. Emmanuel ignore encore ce nouveau geste. Après avoir découvert le premier mensonge de sa femme, il pense probablement avoir identifié la limite du problème. Il ne sait pas que Constance l'a déjà dépassé. Cette ignorance crée une tension particulière. La prochaine confrontation ne concernerait plus seulement une divergence sur la confiance à accorder à leur fils, mais une atteinte directe aux règles qu'Emmanuel défend avec une rigidité presque absolue. Et tandis que chacun poursuit sa journée sans connaître toutes les pièces du puzzle, une certitude commence à s'imposer. Le concours de Noé n'est plus seulement un enjeu culinaire. Il est devenu le point de rencontre entre la peur de Constance, l'exigence d'Emmanuel, les ambitions d'un jeune homme qui cherche sa place et les règles d'un institut où le mérite reste supposé primer sur tout le reste. Plus la préparation avance, plus Noé semble vouloir prouver qu'il mérite réellement sa chance. Ses hésitations face au haddock et à la vanille ne disparaissent pas comme par magie, mais elles l'obligent à réfléchir autrement. Il comprend que cuisiner sous pression demande davantage qu'une idée séduisante. Il faut savoir corriger, renoncer à une piste, recommencer, puis défendre un choix avec suffisamment de confiance pour convaincre. Cette exigence nouvelle le fatigue profondément. Pourtant, malgré les heures passées à travailler, Noé refuse de ralentir. Il garde en tête les paroles de Constance, persuadé qu'Emmanuel a finalement reconnu quelque chose en lui. Cette croyance agit presque comme une dette morale, puisque son père aurait accepté de lui accorder sa confiance, il veut absolument se montrer à la hauteur et éviter de décevoir cette attente supposée. Le poids du nom Tessier devient alors de plus en plus présent. Noé ne veut pas simplement réussir pour lui-même. Il redoute de donner l'image d'un garçon arrivé là grâce à sa famille, incapable de suivre lorsqu'il faut réellement montrer son niveau. Cette peur donne à chaque exercice une dimension disproportionnée. Derrière un plat raté, il ne voit plus seulement une erreur technique, mais la possibilité d'une humiliation familiale. Dans le même temps,
Oriane continue d'apporter une légèreté bienvenue à cette préparation intense. Sa proposition d'aller boire un verre lorsque tous les deux auront réussi le concours reste dans un coin de l'esprit de Noé. Ce rendez-vous hypothétique devient presque une récompense imaginaire, une petite promesse qui rend les heures de travail moins lourdes et lui permet de se projeter dans une vie qu'il commence réellement à désirer. Carla, elle, demeure concentrée sur la progression de chacun. Son exigence ne faiblit pas. Lorsqu'elle juge qu'un plat manque de relief, elle cherche immédiatement le détail capable d'en modifier l'équilibre. Avec Zoé, elle pointe la rondeur excessive et suggère un contrepoint acide. Son approche est précise, presque instinctive, mais jamais gratuite. Elle veut que les candidats comprennent pourquoi une assiette fonctionne ou échoue. Cette manière d'aider contraste fortement avec le chemin emprunté par Constance. Carla choisit l'entraînement, l'effort et la répétition. Constance, elle, est désormais en possession d'images qu'elle n'aurait jamais dû prendre. Les sujets d'examen se trouvent sur son téléphone, silencieux mais lourds de conséquences possibles. Pour l'instant, personne ne sait ce qu'elle compte réellement en faire, et cette incertitude rend son geste encore plus troublant. Constance elle-même semble prise dans une logique dont elle a progressivement perdu le contrôle. Au départ, elle voulait seulement empêcher Noé de renoncer trop vite. Ensuite, elle a menti sur l'opinion d'Emmanuel. Désormais, elle a photographié des sujets confidentiels. Chaque étape paraît avoir préparé la suivante, comme si franchir une première limite rendait la seconde plus facile à justifier. Elle peut encore se dire qu'elle n'a rien transmis, qu'une photographie n'est pas forcément une fraude consommée, qu'elle conserve simplement une possibilité. Pourtant, cette manière de raisonner montre déjà combien sa peur influence ses choix. Constance n'agit plus uniquement en mère inquiète. Elle commence à construire autour de Noé une protection artificielle qui risque précisément de l'empêcher de savoir ce qu'il vaut réellement. Emmanuel, de son côté, n'a aucune idée de cette nouvelle transgression. Il reste focalisé sur le mensonge qu'il vient de découvrir et sur ses conséquences. La phrase de Noé, affirmant qu'il ne regrettera pas que son père ait cru en lui, continue de résonner avec une force particulière. Tessier sait que cette confiance repose sur quelque chose qu'il n'a jamais dit, et ce constat le place dans une position inconfortable. Il pourrait révéler brutalement la vérité à son fils, mais il connaît le prix d'une telle confession. Il faudrait lui expliquer que Constance a parlé en son nom, puis reconnaître lui-même qu'il ne pense toujours pas que Noé soit prêt. Pour un homme qui préfère habituellement la franchise sèche aux demi-mesures, cette hésitation montre combien la situation familiale le touche davantage qu'il ne voudrait l'admettre. Sa confrontation avec Constance a également laissé des traces. Emmanuel reste convaincu qu'il essaie de protéger Noé d'une humiliation prévisible. Il ne voit pas son refus comme une volonté d'écraser les ambitions de son fils, mais comme la conséquence logique de son expérience. Dans son univers, l'exigence est une forme de vérité. Encourager quelqu'un sans croire en ses capacités lui semblerait presque plus cruel. Constance refuse pourtant cette définition de la protection. Elle voit surtout un homme capable de condamner une tentative avant même qu'elle ait commencé. Pour elle, Noé doit pouvoir se confronter lui-même à la réalité du concours. Même un échec lui appartiendrait davantage qu'un renoncement imposé par son père. Cette conviction pourrait sembler défendable si elle ne l'avait pas poussé jusqu'à chercher secrètement un avantage interdit. Pendant ce temps, Lionel doit lui aussi apprendre qu'une fin ne se déroule pas toujours comme on l'avait imaginé. L'annonce de Jeanne a détruit en quelques secondes le scénario qu'il avait préparé. Plus de lendemain festif, plus de véritable dernière journée, plus de clôture organisée selon ses envies. Il doit accepter que le restaurant éphémère s'arrête immédiatement pour une raison aussi froide qu'un problème d'assurance. Cette brutalité administrative le frappe de plein fouet. Après 6 années à l'Institut, Lionel voulait un moment capable de condenser son parcours. Il rêvait de rire, de remercier, de transformer son départ en fête. Maintenant, il ne lui reste qu'un goût d'inachevé. Il mesure combien il s'était attaché à cette idée de célébration précisément parce qu'elle lui permettait de rendre la séparation moins douloureuse. Le souvenir du service qu'il vient de vivre rend la situation encore plus frustrante. Obsédé par la fête du lendemain, Lionel s'est laissé déborder alors que cette journée était en réalité la dernière. Il comprend trop tard qu'il a passé une partie de ses ultimes heures au restaurant à penser à quelque chose qui n'existera jamais. Cette prise de conscience accentue naturellement sa déception. Tom avait pourtant essayé d'ajouter sa touche personnelle avec cette chorégraphie improbable autour des salades. Lionel, lui, voulait même prolonger l'ambiance avec un tournoi de pétanque. Ces détails paraissaient presque ridicules quelques heures plus tôt, mais ils prennent maintenant une valeur affective. Ils représentaient sa façon de dire au revoir à l'Institut sans transformer le moment en cérémonie trop solennelle. Dans une autre partie de l'Institut, Aurélien poursuit sa découverte des lieux en compagnie de Lou. Leur complicité ancienne reste visible.
Lou se montre enthousiaste, heureux de retrouver quelqu'un qui appartient à son passé. Il lui présente naturellement cet environnement qui occupe désormais une place centrale dans sa vie, comme s'il voulait combler en quelques heures la distance créée par les années. Aurélien se montre cordial, mais la comparaison avec Lou demeure en arrière-plan. Son père a longtemps vanté les qualités de ce dernier, presque comme s'il représentait un fils idéal. Même si Aurélien ne transforme pas cette blessure en confrontation ouverte, il est difficile d'ignorer ce que cette répétition a pu provoquer chez lui. Retrouver Lou dans un milieu où chacun cherche à prouver sa valeur réactive forcément quelque chose. Bianca, invitée par Lou, découvre ainsi Aurélien dans un contexte où les souvenirs anciens et les relations présentes se croisent. Lou ne semble pas voir de problème à rapprocher ces deux mondes. Son attitude est spontanée, généreuse, presque enthousiaste. Pourtant, cette simplicité peut rendre la position d'Aurélien plus délicate, surtout s'il a déjà grandi avec l'impression de rester dans l'ombre de son ami. Rien ne permet cependant d'aller plus loin que cette jalousie perceptible. Aurélien n'exprime aucune hostilité directe et son arrivée reste avant tout liée au concours qu'il souhaite lui aussi tenter. Sa formation en BTS cuisine montre qu'il ne débarque pas sans expérience. Il a lui aussi quelque chose à prouver, peut-être autant à lui-même qu'à ceux qui l'ont constamment comparé à Lou. À mesure que la journée s'achève, plusieurs frustrations coexistent donc à l'institut. Lionel voit sa sortie rêvée lui échapper. Emmanuel découvre que sa parole a été détournée. Constance s'enferme dans une stratégie de plus en plus risquée. Noé, lui, continue simplement de travailler, persuadé que son avenir dépend uniquement de ses efforts et ignorant les décisions prises autour de lui. C'est précisément cette ignorance qui rend sa situation si fragile. Noé veut réussir honnêtement, se confronter aux mêmes difficultés que les autres candidats et vérifier s'il possède réellement les qualités nécessaires. Il ne demande ni faveur ni protection particulière. Pourtant, sa mère vient de créer dans son dos un raccourci qui pourrait, s'il était utilisé, vider une éventuelle réussite de toute sa valeur. Constance reste ainsi face aux photographies qu'elle vient de prendre. Rien ne dit encore qu'elle les montrera à Noé, mais son geste suffit à montrer jusqu'où elle est désormais prête à aller. Le concours n'est plus seulement devenu une chance à offrir à son fils. Il s'est transformé pour elle en bataille personnelle contre l'idée qu'Emmanuel puisse décider à l'avance de ce dont Noé est capable. Dans cette bataille, pourtant, elle risque de perdre de vue celui qu'elle cherche à défendre. Car plus Constance intervient pour contrôler l'issue, moins Noé a la possibilité de découvrir seule sa véritable valeur. En voulant lui éviter la honte d'un échec, elle menace de créer une humiliation bien plus grave encore si son geste venait à être découvert. Et tandis que Noé poursuit ses fiches, épuisée mais déterminée, Constance garde sur son téléphone une information capable de bouleverser bien davantage qu'un simple concours. Derrière ces quelques photographies se trouve désormais la confiance d'Emmanuel, l'honnêteté de l'épreuve et l'avenir d'un garçon qui croit encore que tout dépend seulement de ce qu'il parviendra à accomplir en cuisine. La nuit avance, mais Noé ne parvient pas à décrocher de ses révisions. Les fiches préparées par Carla s'accumulent devant lui et chaque page semble lui rappeler tout ce qu'il doit encore apprendre. Il est épuisé, pourtant il continue. Derrière cette obstination se cache une peur qu'il ose à peine formuler, celle de ne pas être à la hauteur du nom qu'il porte. Cette inquiétude n'est pas nouvelle, mais elle devient plus forte depuis qu'il s'est engagé réellement dans le concours. Noé sait qu'Emmanuel est associé à une exigence presque intimidante. Il ne veut pas être considéré comme celui qui se présente simplement parce qu'il appartient à la famille Tessier. Il veut pouvoir regarder son père et lui prouver que son inscription n'était pas une erreur. Le plus cruel est que cette détermination repose en partie sur une illusion. Noé croit encore qu'Emmanuel a reconnu son potentiel. Il ignore que cette conviction lui vient uniquement du mensonge de Constance. Lorsqu'il a confié à son père qu'il ne regretterait pas d'avoir cru en lui, il parlait avec une sincérité désarmante, sans comprendre combien cette phrase pouvait mettre Tessier face à ses propres contradictions. Emmanuel, lui, sait désormais précisément ce qui s'est passé. Il sait que Constance a utilisé son nom pour pousser leur fils vers le concours. Cette découverte nourrit sa colère, mais elle ne suffit pas à effacer ce qu'il a vu chez Noé. Le garçon travaille véritablement, se fatigue, doute et recommence. Pourtant, aux yeux de Tessier, cette volonté ne remplace toujours pas l'expérience nécessaire. Il reste persuadé que le plus grand danger n'est pas que Noé lui en veuille aujourd'hui, mais qu'il s'effondre devant un jury demain. Emmanuel connaît mieux que personne la violence de la sélection. Il sait qu'un candidat peut être éliminé sans ménagement, et il imagine déjà son fils exposé au regard des autres. Sa sévérité naît donc aussi d'une peur qu'il exprime maladroitement. Constance ne partage absolument pas cette vision. Elle voit dans chaque effort de Noé la preuve qu'il mérite au moins de tenter sa chance. Lorsqu'elle l'observe travailler malgré l'épuisement,
Elle n'y voit pas un garçon dépassé, mais un fils qui se bat pour trouver sa voie. C'est précisément cette image qui nourrit son refus de laisser Emmanuel décider seul de ce que Noé peut devenir. Pourtant, ce désir de soutenir son fils a désormais dépassé une limite très nette. Les photographies des sujets d'examen sont toujours présentes sur son téléphone. Constance sait d'où elles viennent, sait qu'elle n'avait aucun droit de les prendre et sait surtout qu'Emmanuel considérerait ce geste comme une trahison bien plus grave que le mensonge précédent. Elle pourrait encore supprimer les clichés. Elle pourrait reconnaître intérieurement qu'elle est allée trop loin et s'arrêter là. Mais le simple fait qu'elle ait sorti son téléphone pour photographier ces documents montre combien son jugement s'est déjà déplacé. Face à la peur de voir Noé échouer ou partir, Constance commence à justifier des choix qu'elle aurait probablement condamnés chez n'importe qui d'autre. Dans les cuisines, les heures d'entraînement ont pourtant montré que Noé avait besoin avant tout de temps et de pratique. L'association entre le haddock et la vanille l'a mis en difficulté, obligeant le jeune homme à chercher longtemps un équilibre. Carla n'a pas caché la complexité de l'exercice. Elle veut qu'il développe de vrais réflexes, pas qu'il soit artificiellement protégé contre les difficultés. Cette différence est essentielle. Carla croit en Noé, mais elle l'aide en lui imposant des contraintes comparables à celles qu'il rencontrera réellement. Constance, elle, risque désormais de confondre soutien et avantage déloyal. Son intention demeure maternelle, mais son geste place son fils dans une situation dont il ne connaît même pas l'existence. C'est peut-être là que réside la véritable gravité de sa décision. Pendant ce temps, Oriane continue de représenter une perspective plus lumineuse. Sa proposition d'aller boire un verre avec Noé lorsqu'ils auront tous les deux réussi le concours lui donne un horizon simple, presque innocent. Après les heures de cuisine et la fatigue accumulée, cette idée suffit à lui arracher un peu d'espoir. Il imagine déjà ce que pourrait être sa vie s'il parvenait réellement à intégrer l'institut. Félix partage lui aussi cette préparation, et le trio avance sous le regard exigeant de Carla. Chacun doit trouver sa manière d'affronter les exercices. Rien n'est acquis, rien n'est garanti. Cette incertitude fait justement partie du concours. Pour Noé, apprendre à supporter cette pression devrait être aussi important que maîtriser une technique. Constance, pourtant, semble vouloir supprimer précisément cette part de risque. Dans un autre coin de l'institut, Lionel doit accepter une déception d'une nature très différente. La fermeture anticipée du restaurant éphémère lui laisse un sentiment amer. Il avait construit mentalement toute une dernière journée, avec un discours, une célébration, une chorégraphie imaginée par Tom et même un tournoi de pétanque destiné à prolonger les adieux sans leur donner trop de solennité. Tout cela disparaît à cause d'une erreur de date et d'un problème d'assurance. Jeanne ne peut rien changer à la situation, le service doit s'arrêter ce jour même. Lionel encaisse difficilement la nouvelle, d'autant qu'il s'est justement laissé déborder pendant le service parce qu'il pensait déjà à la fête prévue le lendemain. Il comprend alors qu'il vient de vivre son dernier service sans réellement le savoir. Après 6 années à l'institut, cette fin lui paraît presque trop sèche. Lionel aurait voulu choisir la manière de refermer ce chapitre. Il voulait remercier les personnes qui ont accompagné son parcours et se célébrer lui-même, avec cette autodérision qui lui permet souvent de masquer les émotions trop fortes. Au lieu de cela, il doit accepter une conclusion imposée, soudaine et profondément frustrante. Aurélien, lui, commence tout juste son propre chapitre à l'institut. Ses retrouvailles avec Lou sont chaleureuses en apparence. Lou se montre ravi de revoir cette amie d'enfance et lui fait découvrir les lieux avec enthousiasme. Il invite même Bianca à les rejoindre, heureux de pouvoir partager sa vie actuelle avec quelqu'un qui connaît une partie plus ancienne de son histoire. Mais Aurélien ne peut totalement cacher ce que les comparaisons répétées de son père ont laissé en lui. Entendre pendant des années que Lou était formidable, presque comme s'il était le fils idéal, semble avoir créé une blessure silencieuse. Maintenant qu'ils se retrouvent tous deux dans un environnement culinaire exigeant, cette ancienne jalousie prend nécessairement une couleur nouvelle. Pour autant, rien ne permet encore d'accuser Aurélien de quoi que ce soit. Son comportement traduit surtout une gêne et une rivalité intérieure. Il a lui aussi suivi une formation en cuisine et vient tenter le concours avec sa propre expérience. Son arrivée ajoute simplement une nouvelle tension à une journée où chacun semble devoir trouver sa place, entre ambition personnelle, comparaison et besoin de reconnaissance. Mais l'enjeu le plus dangereux reste ailleurs. Constance conserve toujours sur son téléphone les sujets photographiés dans la sacoche d'Emmanuel. Son geste n'a duré que quelques secondes, pourtant il pourrait remettre en question bien davantage que le concours de Noé. Si Tessier venait à découvrir ce qu'elle a fait, leur conflit ne porterait plus seulement sur une divergence de parents. Ce serait aussi une question de confiance. Emmanuel vient déjà d'apprendre que Constance lui a attribué des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Il ignore encore qu'elle est allée beaucoup plus loin.
La femme qui voulait simplement empêcher leur fils de renoncer s'est désormais emparée d'informations confidentielles derrière son dos. Une nouvelle trahison s'est installée silencieusement entre eux. Noé, lui, continue à travailler sans rien savoir. Il croit que son avenir se joue dans ses fiches, dans ses essais, dans sa capacité à comprendre l'équilibre des saveurs et à résister à la pression. C'est précisément ce qui rend la situation si douloureuse. Alors qu'il cherche à mériter honnêtement sa place, sa mère pourrait involontairement jeter une ombre sur tous ses efforts. Constance voulait lui offrir une chance. En photographiant les sujets d'examen, elle risque pourtant de transformer cette chance en piège. Son amour pour Noé l'a poussée à défier Emmanuel, puis à mentir, et maintenant à franchir une limite qu'elle savait interdite. Elle croit encore protéger son fils, mais elle vient peut-être de créer la menace la plus grave autour de son concours. Et tandis que l'Institut se prépare aux prochaines épreuves, chacun reste prisonnier de ce qu'il ignore. Emmanuel ne connaît pas encore la nouvelle trahison de Constance. Noé ne sait pas que son père n'a jamais affirmé croire en son niveau. Lionel n'a pas obtenu les adieux qu'il espérait. Aurélien revient avec une jalousie ancienne. Tout semble désormais reposer sur des vérités qui ne pourront pas rester cachées éternellement.